Mais peut-on véritablement parler de la fin du système Bongo? Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant Yves-Laurent Goma à Libreville et sur notre plateau avec le journaliste chercheur Francis Laloupeau. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Ça y est, bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, sur notre antenne, Albert Ondo-Ossa, cette semaine, le candidat d'Alternance 2023, parlait d'une révolution de palais au sein même de la famille Bongo, avec derrière Oligui Nguema, je cite ces termes, Pascaline Bongo, la fille donc d'Omar Bongo. Francis, est-ce que cette hypothèse vous paraît possible? Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quelles pourraient être les conséquences sur la suite du processus politique au Gabon? Alors, je ne sais pas si c'est une hypothèse ou une affirmation, parce que je connais un peu Albert Ondo-Ossa, et bon, c'est plutôt un homme rigoureux, et je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse, qui prenait le risque de mettre en péril sa réputation en avançant des éléments dont il ne déterminerait pas, je dirais, les preuves en quelque sorte. Hein. Je pense pas qu'il s'exposerait à une forme de diffamation dans un contexte aussi sensible. Alors, si effectivement ce que dit Albert Ondo-Ossa est vrai, cela veut dire qu'en fait, on aurait assisté à un coup d'État intrafamilial et que ce serait donc le début d'un nouvel épisode ou d'une nouvelle saison de la saga Bongo. Mais bon, il y a quand même des signes qu'il faut retenir. Hein. Je pense que avec la tournée que fait le nouveau président de la transition, Oligui Brice. Voilà, qui sera justement demain, il va prêter serment. Avec les signes qu'il envoie, on le sentiment plutôt qu'effectivement c'est un régime. Enfin, en tout cas, c'est une équipe qui est là pour s'installer. Francis, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire si c'était un clan qui avait remplacé un autre? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour la suite du processus politique au Gabon? Mais ça voudrait dire qu'on n'est pas encore, je dirais, dans la rupture avec la dynastie Bongo, en quelque sorte. Parce que c'est ce que réclame la population. Hein. Parce qu'en fait, la question est de savoir, aujourd'hui, la question qui est posée à tous les acteurs politiques gabonais, de tous bords d'ailleurs, c'est de savoir quel est leur degré de détermination à déconstruire un système qui a dominé le pays depuis plus de 5 décennies et dont les Gabonais, dans la majorité, appellent évidemment la fin. En tout cas, tous les Gabonais aujourd'hui aspirent à ce changement. Yves-Laurent Goma, je me tourne vers vous. Vous êtes notre correspondant à Libreville. Question, quelle est l'étendue de la famille Bongo? Et puisqu'on parle de clans politiques, quels sont les clans politiques et les pouvoirs, les luttes de pouvoir à l'œuvre au sein de cette famille? Eh bien, le clan Bongo, comme on le dit, c'est un clan très vaste parce que Omar Bongo était quand même un chef traditionnel africain et sa famille est assez large. Prenons seulement le cas des enfants. Omar Bongo, c'est une 60aine d'enfants et ça a été révélé selon l'étude d'un avocat qui s'occupe de la succession de l'héritage d'Omar Bongo. En dehors des enfants, il y a les tantes, il y a les nièces, il y a les neveux. Donc le clan est assez vaste parce que Omar Bongo, c'est Patience Dabani, sa première épouse, et ensuite il y a Edith Lucie Bongo, son épouse de nationalité congolaise, avec qui il a fait des enfants. Mais Omar Bongo, c'était aussi cette gouvernance où il y avait dans chaque province ce qu'on appelait les doyens politiques. Alors Yves-Laurent, on va reparler de la gouvernance d'Omar Bongo, mais peut-être une question sur les luttes de pouvoir au sein des clans Bongo. On a beaucoup dit que Ali Bongo, sa femme et son fils Nourdine formaient un clan, ce qui voudrait dire que quel serait l'autre ou les autres clans? Pardon, je n'ai pas compris la question, il y avait des perturbations sur la ligne. Oui, on a beaucoup dit que Ali Bongo, sa femme et son fils Nourdine constituaient un clan, mais quel serait l'autre clan ou les autres clans appartenant toujours à la famille Bongo? Mais les autres clans, on a cité Pascaline, qui était de moins en moins visible, mais qui pèse beaucoup dans la famille parce que c'est elle qui joue un peu le rôle de rassembleur de la famille. Mais en dehors du clan de Pascaline, il y avait aussi le clan de Poetiga qui tournait autour de la famille. Mais vraiment, les clans, ils sont très nombreux parce que, comme on dit, les neveux chez nous, c'est super important. Les oncles sont aussi très importants.
important. Donc, tout ce monde gravitant autour de la famille Bongo. L'objectif aujourd'hui, lorsque les Gabonais applaudissent l'arrivée de Oligui Nguema, qui est aussi en partie de la famille Bongo, parce qu'il se dit qu'il est neveu des Bongo. Alors, mais ce qui fait que les Gabonais acceptent Oligui Nguema, c'est qu'il ne porte pas le nom Bongo. Alors, Yves Laurent, il n'est pas exagéré de dire que les Gabonais avaient un certain attachement à la figure du président Omar Bongo, le père donc. Qu'est-ce qui, dans la gouvernance de son fils, Ali, n'a pas permis de perpétuer ce lien avec les Gabonais ? En tout cas, permettez quelques 2 minutes peut-être pour expliquer. Omar Bongo, c'était ce chef traditionnel qui pensait que les biens de la République doivent être gérés par un chef qui est chargé de le redistribuer à toute la population. Alors, ce système d'Omar Bongo a bien fonctionné parce qu'il n'a pas gouverné seul. Dans chaque province, je commençais à dire qu'il avait des doyens politiques qui, eux, étaient chargés de s'occuper dans leur localité des jeunes qui terminaient les études pour leur trouver du travail, de toutes les personnes qui avaient des difficultés sociales, de leur venir en aide. Donc, le système a plus ou moins fonctionné parce que tout le monde était impliqué. Quand Ali Bongo a pris le pouvoir, il a pensé faire la rupture à l'intérieur du système. Et donc, pour cela, il a changé de système. Je pense que les Gabonais le pensent, qu'il a considéré l'avis selon lequel les Gabonais ne sont pas assez compétents. Donc, il manque des compétences locales. C'est pour cela qu'il a fait beaucoup recours aux intelligences extérieures. Or, ces personnes qui sont venues de l'extérieur ne connaissaient pas les us et coutumes locales. Ils ont péché donc dans une certaine incompétence et en fin de compte, ils se sont servis eux-mêmes au lieu de servir les Gabonais. Alors Yves Laurent, vous parlez bien sûr de la corruption et c'est une des raisons qui ont sans doute conduit à la chute du président Ali Bongo et à la volonté de chasser le PDG, c'est-à-dire le clan Bongo, le Parti démocratique gabonais du pouvoir. Et c'est l'étendue donc de cette corruption qui a fait jusqu'au gros titre de la presse internationale, avec notamment l'affaire dite des biens mal acquis. On regarde tout de suite le reportage. Les images sont commentées par Simon Rodier. Ces images ont marqué les Gabonais lors de ces derniers jours. Des valises de billets récupérées chez Nourdine, l'un des fils d'Ali Bongo. Selon les militaires, plus de 7 milliards de francs CFA ont été repris. Et en permettant la diffusion de ces arrestations à la télévision d'État, les putschistes ont voulu marquer le coup. Avec eux, promettent-ils, la corruption ne passera plus, ce fléau sera éliminé au Gabon. Un fléau né de la richesse pétrolière du pays et d'Omar Bongo, président pendant 41 ans. La famille Bongo achète voitures de luxe et propriétés, notamment en France, elle en posséderait plus de 40, avec de l'argent issu de détournement de fonds publics et de corruption, selon les termes d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en février 2022. La justice française s'empare du dossier en 2007 après des plaintes d'ONG dans plusieurs pays africains, dont le Gabon. Le scandale des biens mal acquis a débuté. Les opposants tentent régulièrement de faire la publicité des détournements de la famille Bongo. Ici à Paris en 2018, ce groupe veut reprendre lui-même un hôtel particulier acheté en 2010 par le président Ali Bongo. Venir mettre 100 millions d'euros pour un achat individuel à partir des deniers publics, au lieu de s'occuper à régler les problèmes auxquels sont confrontés les Gabonais, eh bien c'est une hérésie. En 2022, 9 enfants d'Omar Bongo sont mis en examen, dont Pascaline, la fille aînée, notamment pour recel de détournement de fonds publics et corruption. L'avocate d'une des filles Bongo jugeait alors cette mise en examen scandaleuse et politique. D'autres accusés nient avoir eu connaissance du caractère frauduleux de ce patrimoine. Yves Laurent, on vient de le voir et je vous pose la question en quelques mots. C'est toute la famille Bongo qui est concernée par les affaires de corruption. Est-ce que les premières arrestations visent un clan plus qu'un autre ou bien ciblent toute la famille Bongo ? Oh, je pense qu'on ne peut pas dire toute la famille Bongo parce que la famille Bongo est très large. Je crois que, par exemple, les premières arrestations opérées par le Conseil pour la transition et la restauration des institutions, il y a la femme d'Ali Bongo, et il y a son fils Noureddine et quelques jeunes qui gravitaient autour de Noureddine, mais sinon pour les autres, ils ne sont pas encore inquiétés au Gabon pour le moment. Alors, pendant la campagne pour cette présidentielle, les principaux ténors de l'opposition se sont réunis.
au sein de la plateforme Alternance 2023. Ils se sont choisis un candidat, Albert Ondo-Ossa. Mais déjà, cette unité semble se fissurer. On va écouter un extrait de l'ancien Premier ministre et membre d'Alternance 2023, Raymond Dongsima, qui lui se dit prêt à travailler avec les militaires. C'était sur notre antenne vendredi. On l'écoute. Je pense que si l'ensemble de la collectivité choisit un certain nombre de personnes pour accompagner les militaires et qu'on me demande de les accompagner, je le ferai. Mais je n'ai pas participé au processus actuel pour chercher une place particulière. Je crois que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que des gens qui sont capables d'organiser les réformes nécessaires dans cette transition soient mis à contribution. Si j'en fais partie, c'est tant mieux. Si je n'en fais pas partie, ce n'est pas grave. J'accompagnerai le processus à distance. Francis Leloupo, je me tourne vers vous et l'observateur de la vie politique internationale que vous êtes. Est-ce que ça veut dire qu'Alternance 2023, l'opposition principale au Gabon, c'est terminé, selon vous ? Comment ? Est-ce que ça veut dire que c'est fini, peut-être, de l'union de l'opposition au Gabon contre le clan Bongo? C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit. Je pense que cette union a été mise en place pour des raisons électorales ou électoralistes. Et aujourd'hui, cette opposition doit s'adapter à la nouvelle donne. C'est-à-dire la mise en place d'une transition militaire donc, et donc se reconstituer. En tout cas, il faut imaginer dans les prochaines semaines la reconstitution des chapelles de l'opposition et la mise en place peut-être d'un processus de reconstruction de cette opposition qui, jusqu'à présent, évidemment, n'a pas toujours été unie, mais c'était unie pour l'occasion. Est-ce qu'aujourd'hui, ces acteurs politiques vont tirer les meilleurs enseignements de ce qui vient de se produire? Est-ce que le Bongoland va survivre, aux événements actuels? Je crois que, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si le système Bongo va être déconstruit au cours des prochains mois ou des prochaines années. Et ça, c'est aux acteurs politiques gabonais, évidemment, d'y répondre. Ou alors nous assistons simplement à la continuité de ce système avec de nouveaux acteurs. Yves Laurent, je me tourne vers vous. Peut-être en quelques mots, est-ce qu'il y a déjà actuellement des discussions entre les militaires au pouvoir et certains membres de ce qu'on appelait l'opposition ? Ah oui, bien sûr, pas plus tard que cet après-midi, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a reçu 5 candidats qui s'étaient désistés à la dernière élection présidentielle en faveur de Albert Ondo-Ossa. Donc il y avait Paulette Missambo, Alexandre Barrot-Chambrier, Terence Niembo, Mike Dioptan et l'ancien Premier ministre Raymond Dongsima. Selon les proches d'Albert Ondo-Ossa, il était convié à cette rencontre, mais lui pense que s'il doit rencontrer le président, c'est ce qui a été rapporté, s'il doit rencontrer le président de la transition, ça doit être dans un cadre où il n'y a pas beaucoup de monde, certainement qu'il a des choses à lui dire en privé. Merci à vous, Yves Laurent. Je vous laisse le dernier mot, Francis. S'il y avait de nouvelles élections, ce qui semble donc devoir arriver bientôt, est-ce que la famille Bongo ou apparentée pourrait, au fond, en se jouant des luttes de pouvoir et peut-être aussi en s'alliant avec des membres de l'opposition, est-ce qu'il vous paraît possible, probable, que la famille Bongo puisse, d'une manière ou d'une autre, revenir au pouvoir? Mais pourquoi pas? En fait, je veux dire que l'espace politique et la compétition électorale sont ouverts, à tous les Gabonais. Et la question, c'est que les règles soient désormais respectées, puisque, en fait, ce coup d'État est intervenu après 3 coups d'État électoraux, en 2009, 2016, et la tentative d'un nouveau coup d'État électoral il y a quelques jours. Donc, mais je vais terminer, puisqu'il faut aller très très vite. Que vont dire aujourd'hui les nouveaux dirigeants, ce régime militaire, aux Gabonais qui ont voté pour l'opposition, qui ont souhaité le changement et qui ont pensé à un moment donné qu'ils avaient la victoire? Quel sera le discours politique qu'ils pourront donc adresser à cet électorat, à ces Gabonais, pour que les Gabonais acceptent la nouvelle donne qu'ils leur proposent aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous suivrons dans les jours à venir. Merci beaucoup, Francis Leloupo, chercheur à l'IRIS, à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Merci à Yves Laurent Goma, notre correspondant à Libreville.